Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast, ma première fois. Un podcast créé et animé par RH Performance. RH Performance, une entreprise qui vous accompagne sur beaucoup de sujets. Le recrutement, la formation, le coaching, les séminaires et team building et l'outplacement. Chaque mois, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur qui vient nous partager un moment de vie, un moment fort d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Rélinger. Bonjour Jérôme. Bonjour Hervé. Ravi de te recevoir. Avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, tu connais les règles parce que tu es un abonné et un fidèle de nos podcasts ma première fois. Nous offrons toujours un joker. L'idée du joker, c'est quoi? Si à l'une des questions, tu ne souhaitais pas y répondre, tu peux utiliser ce joker. Est-ce que tu souhaites garder ce joker? Tu as fait référence à une fameuse émission lors de podcast des 20 ans. Je vais faire pareil. Je l'utilise tout de suite, comme ça on passe à autre chose. J'adore. Génial. Alors, qui est Jérôme Rélinger? Alors, je vais laisser Jérôme dans quelques instants parler de son parcours professionnel. Avant tout, je vais plutôt vous parler de l'homme que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a de nombreuses années. Nous avons beau être deux jeunes garçons, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école et on s'est suivis pendant de très nombreuses années. À la fois quand nous étions salariés, quand nous étions entrepreneurs, quand on s'est lancé, on a créé de grands moments de vie. Et j'ai le plaisir régulièrement de voir Jérôme dans des vies associatives et professionnelles. En tout cas, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Jérôme, ravi de te recevoir. Si tu devais voilà, je vais peut-être dire les choses autrement. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur cette présentation et peut-être aussi profiter que tu aies le micro pour nous parler de toi? Si en 3-4 minutes, tu devais nous parler de nous, parler de toi, tu nous dirais quoi, Jérôme? 3-4 minutes sur ce sujet. J'ai 52 ans. Oui. Je suis marié à Sabine, qui est un être cher dans ma vie. On a 4 enfants à 2 et je dirige une entreprise qui s'appelle M comme Mutuelle depuis une dizaine d'années maintenant. Après être passé par des champs aussi divers que la formation, que la grande distribution spécialisée, les hommes verts, Leroy Merlin, on les connaît bien dans la région, par les cabinets parlementaires aussi, puisque je travaille pour un parlementaire de la région, puis les groupes de protection sociale, et puis enfin une première direction générale de Mutuelle en 2009, et puis la séquence qui fait que je dirige aujourd'hui M comme Mutuelle 2013-2014. Merci Jérôme. Alors, pourquoi j'ai fait venir Jérôme? Pourquoi je lui ai demandé de venir prendre la parole? Tout simplement, c'est dans ton parcours, Jérôme, il y a un moment extrêmement fort qui m'a marqué. Et c'est un mot que tu avais employé à l'époque quand tu me l'avais présenté. Il y a le mot tempête, il y a le mot recréation, il y a le mot désarrimage, on dit. Désarrimage, pardon, je l'ai pas mis dans le bon ordre. C'est un moment de ta carrière, on se voyait déjà à l'époque où tu as fait pivoter une entreprise, tu l'as fait prendre une nouvelle orientation qui est assez incroyable. Est-ce que tu veux bien nous redonner le contexte de cette époque? Tu faisais quoi et où? Et puis, qu'est-ce qui, petit à petit, t'a amené à prendre une décision de l'extérieur qu'on pourrait trouver comme radicale et qui a enclenché toute une série de changements, de transformations, etc. Alors, je sais qu'on démarre jamais une histoire en disant « il était une fois », mais grosso modo, en 2012, je dirige une entreprise qui s'appelle Radiance Nord-Pas-de-Calais, qui est dans un groupe de protection sociale, et par un jeu de rapprochement et de fusion, on est amené, Radiance Nord-Pas-de-Calais, à fusionner avec 2 autres mutuelles et de prendre place dans ce groupe de protection sociale qui se constituait en 2013. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, pour nos auditeurs, c'est que la mutuelle que tu diriges est amené à fusionner, à se rapprocher avec 2 autres mutuelles. Donc Exactement. C'est un regroupement de mutuelles, on peut dire ça? C'est un regroupement de mutuelles, comme ça arrive avec des tas d'entreprises. On est sur un 12-24 ans, on transfère les collaborateurs et l'ensemble de la structure pèse environ 300 collaborateurs qui sont transférés dans ce groupe. Le contexte, il est comment? C'est un contexte amical, ce rapprochement? Est-ce que c'est, je ne vais pas dire une OPA parce que c'est pas le sujet, mais c'est quoi le contexte de ce rapprochement? Le contexte, il est professionnel et de confiance. Amical, le terme n'a pas forcément sa place, oui. Mais en tout cas, il est cohérent, professionnel et en confiance. Ok. Donc j'ai envie de dire, tout se passe bien, le contexte est porteur pour qu'il y ait ce rapprochement. Ouais, exactement. Tout se passe bien jusqu'à... Donc le rapprochement se fait au 31 décembre 2012. Oui. Et en février-mars, les premiers budgets de fonctionnement qui tombent pour notre structure sont, je crois que c'était 33% supérieurs au coût de fonctionnement qu'on avait préalablement. Alors même si on a beaucoup tendance à dire que le monde de la mutualité et le monde de l'assurance vit confortablement, on n'était absolument pas capable de supporter ce niveau de charge. Et du coup, ça nous a fait réagir. Donc l'élément déclencheur, c'est que vous découvrez effectivement que certes, il y a une volonté de se marier, mais que vous découvrez que
les charges sont loin de ce qu'on vous avait présenté. Bah, disons qu'on pensait mutualiser des frais et en fait on s'aperçoit qu'on est là pour payer la dot. Ouais, ok. Ouais. Et ça crée tout de suite une réaction, d'abord de gouvernance, c'est-à-dire qui consiste à dire au groupe qui nous accueille que on n'est pas totalement d'accord avec cette façon de fonctionner et que surtout la logique économique ne nous convient pas parce qu'elle va à l'encontre des intérêts de nos clients. Et après une série de négos qui ne portent pas leurs fruits, la gouvernance de la mutuelle, on est dirigé par nos clients. On décide de désarimer les mutuelles du groupe et donc de reprendre notre indépendance. Donc ça veut dire quoi? C'est que dans un processus, j'imagine, assez avancé, vous dites, on ne se marie pas. En fait, vous cassez des fiançailles, on peut dire ça? On casse le mariage. Le mariage oui. a été fait et je dirais consommé compte tenu du niveau de charge qui nous est proposé. Mais les collaborateurs sont transférés, donc on redéfait ce qu'on avait construit. Qui décide, à un moment ou à un autre, de se dire, on casse le mariage? Toi, tu es DG. La décision, elle est portée par qui à ce moment-là? Alors, la décision, elle est construite par le président et le DG. Oui. On a vérifié sa faisabilité, on a vérifié là où on pouvait aller. Et l'organe de décision, c'est l'Assemblée générale de EMCO Mutuelle, qui ne s'appelait pas EMCO Mutuelle à l'époque. Mais c'est donc les représentants des clients qui disent oui, c'est une bonne décision. Et de mémoire, on avait 130 délégués et on a eu une majorité à 127 délégués sur les 130 qui ont dit si, on s'en va, on reprend notre indépendance. Ouais. Donc la décision est prise entre vous, c'est-à-dire les clients, les délégués, etc. Comment se passe ce rendez-vous quand tu vas annoncer à l'ancienne mariée ou à la mariée du moment qu'on part? Alors, techniquement, l'ancienne mariée l'a su avant, puisqu'on avait manifesté notre mécontentement. On avait évoqué ce sujet de sortie et le monde de l'assurance est un monde qui est extrêmement régulé. Et donc le régulateur, la CPR en l'occurrence, avait été mis dans la boucle et évidemment chacune des parties avait eu l'occasion de s'exprimer. C'est à ce point vrai qu'à notre Assemblée générale, le directeur général adjoint du groupe en question était présent à l'Assemblée générale avec une prise de parole à sa convenance pour faire valoir son point de vue. Oui. Donc dès le début, ils l'ont su et c'est très vite parti, à partir du moment où la décision a été prise, c'est très vite parti en guérilla juridique. Ouais. Donc ils l'apprennent, c'est officialisé. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand on est capitaine d'un bateau qui est en train de quitter le vaisseau amiral? On a quoi comme sensation quand on est DG de ça? C'est, je veux dire, moi, les mots qui me viennent, incertitude, inconnue, peur, liberté, je ne sais pas, il y a quoi tout ça? Il y a d'abord un immense sens de la responsabilité. Ça, c'est le premier truc. Il s'agissait de ne pas faire n'importe quoi. Il y a l'impression d'être en face d'une montagne, parce qu'on est en mai 2013, l'indépendance est prévue pour le 1er janvier 2014, et donc on a quelques mois pour mener 3600 lignes de projet, dont certains dans le monde traditionnel ou classique de chaque entreprise va durer 24-36 mois. Nous, on aura 8-9 mois pour les mener à bien. On dort bien? J'ai eu des séances où j'ai mieux dormi. C'est joliment dit. Parce qu'en fait, dans cette séquence, on a à la fois des décisions opérationnelles à prendre en permanence. C'est des décisions qu'on prend parce qu'à l'époque, on n'a pas de locaux. Donc, j'ai une série de collaborateurs qui travaillent dans la salle de jeu de mes enfants. J'ai pris pendant 6 mois mon petit déjeuner avec des collaborateurs et mon épouse. Après 6 mois, quand on a eu des locaux, il a fallu leur dire, comme à des enfants, il est temps maintenant de reprendre votre indépendance. Ouais. On a eu toute une série donc, de décisions à prendre, des collaborateurs qui étaient dans la salle de jeu des enfants, des clients qu'il s'agissait de rassurer, des partenaires qu'il s'agissait de rassurer. On est dans des séquences où on n'a pas encore accès à nos fonds parce qu'il y a des délégations de signature qui ne sont pas activées, donc il faut trouver des fournisseurs qui acceptent de travailler avec nous sans pouvoir être payés tout de suite, avec des engagements. Donc ça, là, tout à l'heure, tu me posais la question de est-ce qu'il y a des relations amicales et je te répondais il y a des relations de confiance. Ben, j'ai aussi des relations de confiance qui sont devenues des relations amicales parce qu'il y a des gens qui ont répondu présent à ce moment-là. Et puis, ouais, un sens de la responsabilité. Et le tout, matinée, des recommandés que les avocats s'envoient ou un matin, je reçois quand même un courrier qui nous dit qu'on va réclamer 50 millions d'euros d'indemnité à la mutuelle et que ma responsabilité sera engagée à titre perso si jamais ça devait être le cas. J'ai une première question. Quand tu fais venir des collaborateurs chez toi, dans ta salle de jeu ou ton garage, etc., il y a un côté Steve Jobs qui crée Apple. On en est peut-être un petit peu loin. Comment tes collaborateurs ont vécu ce moment où il n'y a plus de bureau,
on vient travailler chez le boss, on est dans un entre-deux et en même temps, comment ils vivent ça? Il y a eu un côté pionnier. Oui. J'ai encore des images, des vidéos. Il y a de nombreux collaborateurs de cette époque dont un grand nombre sont devenus entrepreneurs par la suite, qui me rappellent, et quand on se retrouve régulièrement, on a fêté les 10 ans de cette épopée-là il n'y a pas longtemps, qui rappellent la dimension enthousiaste. J'ai un exemple qui est assez caractéristique, c'est quand on a pris le premier bâtiment qui était Boulevard de la Liberté. On a travaillé avec un archi très rapidement pour organiser des box et des bureaux. Et encore aujourd'hui, l'archi me dit, c'est la première fois que je fais une remise des clés de cette façon, puisque pièce par pièce, au fur et à mesure qu'elles étaient validées, il y a quelqu'un qui arrivait avec son propre PC, avec son imprimante quand il y avait besoin d'une imprimante, et qui l'installait tout seul et qui se mettait à bosser, quoi. Et dans le monde un peu consulaire que peut être le monde de l'assurance, de voir cette démarche qui est totalement entrepreneuriale. J'ai des photos et des images où on est sur des tréteaux façon Ikea. On a vraiment participé à déplacer le plus efficacement possible cette entreprise. Ouais. Est-ce que ce contexte n'a pas libéré chez toi, chez tes collaborateurs, des sensations de liberté, d'audace, de se dire qu'à un moment ou à un autre, je ne sais pas si tout est possible, mais en tout cas que beaucoup est possible? Quand on me repose la question aujourd'hui, je me rappelle d'avoir croisé quelques confrères à qui je présentais le projet avec plein d'enthousiasme et qui me regardaient l'air très dubitatif en me disant est-ce que tu as un plan B quand même? Alors évidemment, on avait des plans B si ça se passait pas bien, mais je pense que la vraie caractéristique en termes d'enthousiasme, c'est il y a une phrase qui dit, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était pas possible de le faire. Et je pense que c'est vraiment le truc qui nous animait. Il y avait d'abord une volonté de reprendre de l'indépendance et de construire une structure qui soit la plus agile possible au service de nos clients. Et je reviens sur les équipes. Est-ce que tu as eu beaucoup de départs parmi les équipes que tu n'avais pas au démarrage? Est-ce que la grande majorité ont suivi et pourquoi s'ils ont suivi? On a fait un truc absolument génial et c'est le groupe qui a eu la bonne idée pour le coup. Qui nous a proposé ça, c'est qu'en fait, c'était un transfert de contrat de travail, donc un 12-24, qui avait eu lieu dans un sens fin 2012 et qui devait avoir lieu dans l'autre sens début 2013, ou en tout cas début 2014. Et le groupe a proposé, plutôt que de le refaire de manière automatique, je pense qu'au fond d'eux, ils se disaient que le projet allait faire peur aux gens et qu'ils ne viendraient pas, d'organiser des séances d'information au sein du groupe pour présenter le projet. Et de baser ces 12-24 sur la base du volontariat. Et ben on a eu plus de candidats que de besoins. Génial. Comment tu l'expliques? Je crois qu'il y avait une dimension vent de fraîcheur dans le contexte. Il y a des gens qui ont fait des choix et certaines sont parties à la retraite pas plus tard qu'il y a un mois. Parce que finalement, porter un projet comme ça quand tu as 40 piges, c'est enthousiasmant, il y a plein de responsabilités, mais ça n'a pas le même coût quand tu le fais à 50 ou à 53 ou à 54 ans. Parce que quelqu'un qui est salarié d'un grand groupe de protection sociale, entre guillemets, en situation un peu assis, de venir et de suivre une bande de luberlus qui leur dit, écoutez, nous, on va refaire le monde de l'assurance, et on est bien décidé à le faire sur un terreau qui est celui de l'agilité, de suivre, c'était canon. Donc je pense que le projet a beaucoup porté. Peut-être que la manière de le vendre a aussi impacté, a eu un impact positif en tout cas sur les équipes. Et puis qu'il y a plein de gens qui ont vu aussi une source d'opportunité pour eux. C'est-à-dire qu'on était plus petits, donc on faisait plus de choses, on était moins spécialisés, on était plus à 360. Et c'est aussi des expériences professionnelles que les gens sont venus chercher. Ouais. Vu de l'extérieur, je me demande si, quelque part, ce désaccord sur le budget, est-ce que ça n'a pas été justement l'occasion de recréer une entreprise, recréer un nouveau projet, lui donner une autre vision, amener autre chose? Enfin, toi, j'ai l'impression que c'est un élément déclencheur qui t'a permis à toi, et pas tout seul, de quelque part créer une entreprise, dans un contexte effectivement d'appartenance à un groupe, mais il n'y a pas ça derrière? Ah si, dans le sens où une fois que la rupture était consommée, et la base de la rupture, c'est ce fameux budget, on a eu l'occasion finalement, dans ce désarrimage, d'abord de déplacer l'entreprise, puis de la rationaliser et enfin de la transformer. Et de la transformer avec une vision qui nous est chère, qui est celle, je te parlais de mes expériences professionnelles passées. Quand je suis passé chez Leroy Merlin, j'ai appris un truc, c'était il y a très longtemps, mais on entendait déjà parler du client et du client. Et je crois que dans les métiers de l'assurance, on a trop souvent tendance à l'oublier. Et donc, on a mis un focus, un projecteur sur le service à nos clients. Vous avez pu peut-être cranter encore plus et la satisfaction de nos clients. Ouais.
Est-ce que ce projet, il vient pas nourrir une envie d'entrepreneur que tu as au fond de toi? C'est des sujets dont on a parlé. Je ne sais pas si on peut, Bien sûr. on peut les partager. Je crois que je me suis souvent rêvé entrepreneur. Et je pense foncièrement que je suis un très bon intrapreneur. Je ne sais Mm. plus si le terme est encore Mm. à la mode ou pas, mais Tu peux. j'aime profondément transformer des organisations et j'aime profondément transformer des organisations en les décalant par rapport à l'image qu'on peut en avoir habituellement. Le monde de l'assurance et le monde de la mutualité n'est pas le monde qui, sur le papier, peut être le plus sexy possible. Pourtant, tu peux m'inviter un mercredi soir, je peux te parler avec une passion incroyable de l'assurance santé, parce que je pense que c'est quelque chose qui permet aux gens d'accéder aux soins, et donc on a une grande responsabilité là-dessus. Et par contre, là où ça m'a vraiment nourri, c'est sur la capacité d'influer sur l'endroit où on emmène le bateau MCO Mutuel. Alors, je ne sais pas si un entrepreneur sait ça, parce que quand on pose la question aux entrepreneurs, et j'ai souvent posé cette question-là, c'est qu'est-ce qui motive votre mouvement, qu'est-ce qui vous motive à créer. Et souvent, ils me répondent, mais en fait, on ne réfléchit pas, on réfléchit pas, on le vit. Avec ces tripes. C'est les tripes. Et c'est si je ne le fais pas, je vais mourir. C'est d'ailleurs des choses que les artistes disent aussi. C'est si je ne crée pas, je vais mourir. Moi, j'ai eu le sentiment face à ce moment-là, il y a des moments de vie, que si je ne le faisais pas, je ne sais pas si j'allais mourir, mais en tout cas, c'était dans mes tripes qui me disaient fais-le et transforme cette entreprise. Donc peut-être qu'en ça, j'ai été entrepreneur, ou je suis entrepreneur. Une question qui... On n'aura jamais la réponse officiellement. Si ça avait été ton argent, tu aurais pris les mêmes décisions? Ça a été mon argent, est-ce que j'aurais pris les mêmes décisions? Oui. Oui, parce que pour le coup, on en revient au fait générateur. J'aurais vu filer mon argent un après l'autre. Ouais. Je t'ai parlé de sens de responsabilité. C'est un élément qui est très très important dans mon quotidien. Et qui fait d'ailleurs que je pense être un patron exigeant. Parce que précisément, ce sont ni mes capitaux, ni mon risque. Et donc, je me dois, vis-à-vis des propriétaires du capital de l'entreprise, qui sont la somme des clients MCO Mutuel, on n'a pas d'actionnaire, je me dois d'être exemplaire sur leur utilisation et leur rationalisation. Je reviens, tout à l'heure, tu parlais de ce courrier que tu as reçu où on te demandait, je ne sais pas si on te le demandait, mais 50 millions d'euros. On menaçait de me les demander. Quand tu reçois ce recommandé, ça fait quoi émotionnellement? Alors comme je suis un combattant, quand je le reçois, ça fait un uppercut un peu au niveau de... Parce que généralement, il faut avoir en tête que dans des chantiers comme ça, le courrier vous arrive d'abord sous forme mail, le vendredi soir, et ça vous dit, voilà le recommandé qu'on met au courrier aujourd'hui. Alors à l'époque, on lit le truc en se disant c'est une tactique pour en plus nous déstabiliser. Et la réalité, c'est que dans le week-end, nous, on avait répondu, on avait renvoyé la réponse en faisant travailler nos équipes et les avocats le week-end. Et donc le lundi, le groupe recevait la réponse et lui-même avait un délai de réaction un peu plus long, donc nous répondait le vendredi soir. Mais quand on reçoit ça, en fait, on le traite par l'action. Donc on n'a pas le temps de stresser, on n'a pas le temps de somatiser le truc. Maintenant, c'est vrai que tu me posais la question de est-ce que j'ai bien dormi à ces moments-là. Ça n'a pas été. Tu as connu des meilleures nuits. J'ai connu de meilleures nuits. Ouais. Tout à l'heure, tu employais des mots de transformation, de rationalisation. Comment on fait pour, je ne sais pas si c'est faire changer, mais transformer, faire bouger le mindset des collaborateurs? En fait, en t'écoutant, tu m'expliquais que tu avais tes collaborateurs qui bossaient le week-end, qui bossaient le soir. Est-ce qu'ils le font encore aujourd'hui? Est-ce qu'on n'avait pas une bande de guerriers, je vais pas dire de guerriers à l'époque qui étaient prêts à tout pour sauver et gagner le match? Est-ce que vous avez réussi à garder cet état d'esprit? Alors, non. Non sur la dimension travail les week-ends, etc. Maintenant, quand il faut être sur le pont les week-ends, j'ai l'équipe qui m'est la plus proche, et l'équipe de direction qui est parfaitement capable d'être sur le pont. Je crois qu'il y avait un élément à cette époque qui était clé et qu'on a réutilisé d'ailleurs par la suite pour transformer l'entreprise. C'est la fameuse phrase qui dit on se transforme vraiment que si on est convaincu que si on ne le fait pas, on va mourir. Et là, nous, on avait une échéance, c'était le 2 janvier 2014. Il faudra vérifier, mais je pense que c'était vraiment le 2 et pas le 1er. Oui, c'était le 2, forcément. Où il fallait que l'entreprise démarre. Parce que le 2 janvier 2014, on tournait les boutons.
Et il fallait accueillir, servir, rembourser nos clients. Donc il n'y avait pas d'autre choix que de le faire. Une question, on est capitaine, on est responsable de la tempête qu'on a créée. C'est quoi la bonne posture d'un capitaine dans ces cas-là? Alors, j'ai l'impression d'être syndicaliste quand je dis ça, mais ce n'est pas nous qui avons créé la tempête. On a réagi à la tempête qui nous était proposée. Maintenant, il y a une espèce de soubresaut, en fait, il y a un truc de dingue qui se met en route. Je ne sais pas quelle est la bonne posture. En tout cas, moi, c'est la posture que j'ai eue. En tout cas, celle que tu as eue et qui a priori fonctionnait. Que j'ai eue à cette époque, qui était celle d'un fonctionnement en bande, parce que c'est ce qu'on devient. C'est-à-dire, quand on passe autant de temps ensemble, on est une bande. Celle d'accepter le droit à l'erreur, parce que pendant 9 mois, on a pris, je sais pas, 5-10 décisions par jour. Et donc, on a pris des super bonnes décisions, et puis on a pris de très mauvaises décisions. Mais que finalement, les seuls qui nous aient vraiment posé difficulté, c'est les quelques décisions qu'on n'a pas prises. C'est-à-dire les petits dossiers au fil de l'eau, les petits trucs, etc., où on sent, je ne sais pas si ça t'est arrivé dans ta vie, on sent qu'on n'a pas envie de le traiter, etc. C'est les seuls trucs qui nous est pété au visage. Donc voilà, la bande, le droit à l'erreur, la capacité à fêter, et puis l'action. Oui. Donc ce que j'entends, c'est la cohésion d'équipe. J'entends un processus de décision à clarifier. Une capacité de décider. Capacité. Et puis j'entends derrière aussi une mise en action, déployer, mettre du rythme. Oui. Sur la mise en action, elle est de toute façon indispensable. Oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de temps. Il y avait forcément du temps de débat, d'échange, de quelle était la meilleure des positions, etc. Mais le premier sujet, c'était de faire. Oui. Et d'ailleurs, tu me disais qu'est-ce qu'on a gardé dans l'ADN. Ce qui reste aujourd'hui dans l'ADN de MCO Mutuel de cette période-là, c'est on est des faiseurs. On prend du temps de réflexion, on prend du temps stratégique, etc. Mais la vraie conviction, c'est si tu veux transformer, il faut faire, il faut travailler, il faut faire des efforts et il faut agir. Tu gardes quoi de cette époque? Parce que c'est quoi? C'est il y a 10 ans. Ouais. C'est quoi les sensations, les émotions, les souvenirs que tu as de cette période de transformation qui a duré quoi? Quelques années quand même? On a eu 3 séquences depuis la sortie. On a eu la séquence 2014, 2016, 2017, qui a été finalement le déplacement de l'entreprise et sa stabilisation. On a une deuxième séquence qui est 2017-2019, qui est celle de la rationalisation de l'entreprise. Puis 2019 à nos jours, qui est celle de la digitalisation. Et puis le label B Corp et le label Great Place to Work. Ce que je garde de cette période, en fait, c'est le mouvement. J'ai du mal à te dire, voilà à quel moment j'ai considéré qu'on était arrivé à quelque chose. Et c'est d'ailleurs une difficulté chez moi. C'est si on me dit, tiens, mais tu veux emmener où le bateau? J'ai moins de réponses que si tu me poses la question, tu veux l'emmener comment? Et l'amener comment, c'est-à-dire la façon d'avancer qui m'importe le plus. Ton histoire, moi, elle me fait beaucoup penser à cette période Covid et après, c'est comment diriger face à l'incertitude. Est-ce que là-dessus, tu as quelques conseils à nous donner? Parce que je trouve que tu as créé une incertitude, certes bordée, certes un minimum cadré, mais en tout cas, tu as créé un moment d'incertitude forte qui a permis de créer un nouveau projet d'entreprise. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner là-dedans, qui sont les tiens de conseils C'est ce qu'on a, oui, c'est plutôt de l'expérience ou un témoignage qu'une certitude. Décider, accepter de décider et d'accepter de décider de temps en temps sur des éléments avec des infos parcellaires. Accepter de se tromper, accepter d'abandonner un projet, puis accepter un truc. C'est accepter de dire on fait les choses parce que je le sens comme ça. Et si moi je pense dans mon fonctionnement extrêmement intuitif, et donc comme beaucoup de gens intuitifs, j'ai autour de moi des gens qui sont très cartésiens. Et pendant des années, j'ai managé en espérant être aussi cartésien qu'eux. Et quand vous essayez de rendre rationnel une intuition, et que vous avez en face quelqu'un de cartésien, il vous défonce instantanément. Et je me suis aperçu que
à condition évidemment de ne pas dire et faire n'importe quoi. Et que si j'étais capable d'expliquer aux équipes, on va le faire comme ça parce que je le sens comme ça, ceux qui me reconnaissaient comme un intuitif me disaient ok, d'accord. Mm. Et donc voilà, donc c'est décider, corriger, accepter de faire machine arrière et puis faire confiance à son intuition. Mm. Est-ce que dans cette histoire, dans ce contexte d'incertitude, ce que j'entends beaucoup, c'est le droit à l'erreur, accepter qu'on s'est trompé, changer d'avis? Est-ce que c'est pas une permission, une protection qu'on devrait se donner peut-être plus souvent? D'accepter que c'est imparfait, d'accepter qu'on peut se tromper, jusqu'où on accepte de se tromper, je sais pas. Tu en penses quoi? Moi, la limite de jusqu'où on accepte de se tromper, elle est à peu près claire, c'est dès que c'est un impact sur le client. Ok. Si l'impact sur le client est un impact négatif et qui nous fait prendre le risque de perdre un client qui soit individuel ou une entreprise, pour moi, c'est la limite absolue à ne pas franchir. Tout ce qui va permettre d'aider ou de le servir mieux est légitime. Après, le droit à l'erreur, il est clé dans nos organisations. C'est-à-dire que nous, on est petits, hein, on est 200 collaborateurs maintenant. Et donc, j'ai plein de gens qui font plein de choses. Et comme tous les gens qui font des choses, ils peuvent réussir ou ils peuvent se tromper. Et si à un moment, on n'est pas capable de leur donner cette autorisation, mais moi le premier, hein, on prend le risque d'annihiler toute capacité d'action. Sur ce concept de droit à l'erreur, on l'entend parfois en entreprise, peut-être pas assez. Est-ce que le plus difficile, c'est pas de le faire comprendre, de le faire adhérer, que les gens acceptent de se tromper? Et que nous, les dirigeants, on va dire oui, vous avez le droit à l'erreur, mais qu'en fait, nos collaborateurs n'acceptent pas de se tromper ou n'acceptent pas cette notion? Tu en penses quoi, hein? Il peut y avoir aussi une autre lecture. C'est-à-dire, je peux ne pas accepter de me tromper, mais je peux aussi avoir peur de me tromper. C'est-à-dire, pour peu qu'on soit dans un contexte d'entreprise sur lesquels, quand il y a des erreurs à répétition qui sont réalisées, dans ces cas-là, on se sépare d'un collaborateur, puisqu'une erreur à répétition, c'est plus une erreur, ça devient un dysfonctionnement professionnel. Il peut toujours y avoir une lecture de ceux qui observent, tiens, telle personne a quitté l'entreprise, ça signifie qu'il a fait une erreur et c'est pour ça qu'il quitte l'entreprise. Donc nous, on passe, quand je dis on, c'est l'équipe managériale, on passe beaucoup de temps à expliquer les raisons pour lesquelles certains collaborateurs s'en vont et surtout de démystifier le fait que non, il ne s'en va pas parce qu'il a fait une erreur, il s'en va parce qu'il a fait une erreur à répétition. Et que le droit à l'erreur, encore une fois, est quelque chose de clé, mais pour le coup, c'est un combat quotidien. Je vais passer complètement du coq à l'âne. On fait un voyage dans le temps, on est en 2013. Je ne sais pas si chez toi on appelle ça un CODIR ou un COMEX, le comité de direction. Tu as encore combien de personnes de cette époque-là au sein de tes effectifs? Il reste Olivier, qui est DRH et qui était DRH adjoint à l'époque. Ils sont tous partis. Ok. Ils sont tous partis. On est en contact avec chacun. Dans les séquences de vie, je t'ai expliqué qu'on a eu un premier mouvement qui était celui de déplacer l'entreprise et puis ensuite il a fallu transformer l'entreprise. Et au moment de la transformation de l'entreprise, je me suis rendu compte qu'on aura du mal à transformer l'entreprise en s'appuyant exclusivement sur des gens qui n'avaient connu que le monde d'avant. Ça, c'est le premier point. C'est moi mon point de vue. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est que l'ensemble des équipiers et des collaborateurs qui avaient construit MCO Mutuel ont pu aussi valoriser l'expérience qu'ils avaient acquise dans cette séquence qu'ils avaient acquise, dans cette séquence de déplacement de l'entreprise. Je pense un des collaborateurs est devenu patron du commerce d'un grand groupe de protection sociale, une autre est directrice générale d'une mutuelle, le troisième a créé sa propre société. Si jamais vous allez à Zuidcote, vous pouvez aller manger à la Grande Marée, c'est l'ancien DSI de MCO Mutuel qui l'a ouvert. Donc il y a beaucoup de gens qui, finalement, forts de cette expérience qui a été très entrepreneuriale, sont allés encore plus loin et sont allés là-dedans. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, pour expliquer pourquoi cette transformation, c'est qu'on a fait le choix, parce qu'on l'a écrit,
qu'on pensait que la diversité des profils qui rejoignaient MCO Mutuel, qu'ils soient socio-professionnels ou d'origine professionnelle, était un élément clé pour transformer l'entreprise. Et donc j'ai beaucoup de gens qui viennent de la grande distribution, qui viennent du monde bancaire, du monde du service, et qui ont rejoint l'entreprise pour permettre sa transformation. Est-ce que tu ne dis pas quelque part qu'on a en entreprise des profils qui sont adaptés à certains cycles, peut-être moins à d'autres, et qui fait que tu as peut-être perdu des collaborateurs et tu les as remplacés en te disant, tiens, c'est un nouveau cycle, une nouvelle phase, et peut-être que des gens qui viennent avec un autre mindset seront les bonnes personnes? Oui. Ce que je me dis aussi, c'est, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres milieux professionnels, mais je constate que dans celui de l'assurance, si on n'y prend pas garde, on peut mourir de consanguinité. On est plein de profils à être passé par tel assureur, tel assureur, tel assureur, tel assureur. Le côté génial quand vous recevez, quand vous accueillez un collaborateur qui vient dans notre milieu, dans notre secteur, c'est que d'un coup, il vient poser des questions, bousculer le cocotier pour implanter ce qu'il a vu faire et ce qu'il sait faire, et qui offre une phrase magique. C'est toujours quelqu'un qui vous dira jamais c'est pas possible parce qu'on l'a déjà fait, puisque par principe il ne sait pas qu'on l'a déjà fait. Et ça, c'est d'une richesse sans nom, à tel point que dans le parcours d'intégration, dans le rapport d'étonnement, on demande à chaque collaborateur, tiens, qu'est-ce que vous avez vu faire dans vos précédentes entreprises que vous ne voyez pas faire chez MCO Mutuel et pour lequel vous vous dites, tiens, ce serait bien que ce soit fait. Ce que tu nous dis, c'est que ça vaut le coup, à la fois ça rassure de recruter des gens qui viennent du même secteur, mais ça peut peut-être être un peu pauvre en termes de point de vue, en tout cas ça va être un peu du déjà vu, et que oser aller chercher des gens qui viennent d'autres secteurs, ça vient qu'à notre regard, ça vient avec plus d'audace, c'est ça? Ouais. Je dis souvent, dans nos métiers, il n'y a rien qui résiste à du travail et du jus de cerveau. Quand je dis dans nos métiers, je parle du métier d'assureur chez MCO Mutuel. Et fort de ce principe-là, j'ai toujours plutôt cherché des profils, et chercher des profils qui avaient un sens client très développé. Donc c'est plutôt j'ai pas mal de gens qui viennent du secteur de la distribution dans l'équipe, parce que c'est extrêmement précieux, quoi. Et donc il faut que les gens soient ouverts d'esprit, sachent faire preuve de capacité d'apprentissage rapide, et donc d'effort de cet apprentissage, et ça porte ses fruits. Évidemment, je pense que si je dirigeais une clinique, je recruterais quand même des médecins diplômés. Ça peut être utile. J'ai une petite question. Si demain tout était possible, si tu pouvais créer une entreprise, reprendre une entreprise, tu reprendrais une entreprise dans quel secteur d'activité? Qui ferait quoi? C'est drôle cette question. Si je pouvais reprendre une entreprise, je pense que je reprendrais une entreprise dans le métier du beau. Je ne sais pas si ça a du sens de dire le métier du beau, mais... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le métier du beau? Une tannerie de cuir, un fabricant de souliers. Plutôt des produits? Des produits, et des produits plutôt dans associé à un savoir-faire. Associé à un savoir-faire artisanal, des choses comme ça. Qu'est-ce qui te manque pour le faire? D'abord, je suis très bien dans ce que je fais aujourd'hui. C'est un point qui est important, parce que en plus de cette activité, j'ai avec ma gouvernance convenu de la possibilité que je puisse m'engager dans d'autres secteurs, c'est-à-dire que cet intérêt qu'il y a de faire entrer et de saupoudrer l'ADN de MCO Mutuel avec des génomes qui viennent d'ailleurs, moi j'en bénéficie aussi, parce que j'ai la chance de faire partie de quelques gouvernances de board ou d'événements associatifs où je vais apprendre d'autres choses. Donc je suis très nourri intellectuellement sur l'ensemble de ces sujets. Et puis peut-être que ça viendra un jour, mais pour le moment, pour répondre à la question de qu'est-ce qui m'empêche de le faire, c'est j'en ai pas l'envie, parce que je me sens très bien là où je suis aujourd'hui. Je profite, comme il n'y a pas de joker, tu as bien raison, vas-y. Sur le filon. On arrive tout doucement au terme de ce podcast. Qu'est-ce que tu retiens de cette tempête? Et puis, je vais tout de suite poser ma deuxième question. Si tu devais nous faire une image de ce qu'était MCO Mutuel au moment de sa recréation et de ce qu'est aujourd'hui MCO Mutuel 10 ans plus tard. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Et j'irais même derrière, si c'était à refaire, tu le refais de quelle manière? Si c'était à refaire, je le refais avec un peu plus d'appréhension.
parce que je sais par où je suis passé. Je sais par où on est passé. C'est-à-dire, c'est vraiment la phrase de tout à l'heure, quoi. En même temps, c'est peut-être ce qui a mis un peu de folie et d'audace et de liberté. Ça a été incroyable. Ça a été une vraie partie de plaisir. J'ai démarré en me présentant en disant que j'étais marié et que j'avais une femme exceptionnelle. Ce que je retiens, c'est que ça n'aurait pas été possible sans elle. Parce que la mobilisation, et on parle, enfin, la mobilisation qui a demandé ce projet-là, si tu n'as pas un partenaire de vie qui te soutient à 100%, tu ne le vis pas. Enfin, tu le réussis pas, tu n'es pas en succès. Ce que je retiens, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des profils pour un moment, et c'est pas leur faire affront que de considérer que c'est plus le bon profil au bon moment. Peut-être qu'un jour, ça m'arrivera aussi par rapport à la vie de l'entreprise. Et c'est des éléments qui sont clés. Ce qu'était MCO Mutuel quand on a déplacé ce qu'est MCO Mutuel aujourd'hui, quand on l'a déplacé, je pense qu'on était des pirates, mais sur une goélette en bois, et qu'aujourd'hui, on est des corsaires, mais sur un Zodiac rapide. Belle image. J'ai essayé. Ouais, j'ai bien aimé. Et peut-être ce que je retiendrai, c'est votre insouciance du moment. C'est peut-être ça que vous avez réussi à déployer, rationaliser, transformer aussi vite, tu crois pas? Il y a de l'insouciance, il y avait de l'envie, enfin, il y avait une espèce d'envie viscérale. C'est là où on revient au terreau entrepreneurial, c'est-à-dire c'était nos tripes à tous qui parlaient. On avait un espèce de sentiment d'injustice et donc un besoin vital immense à mettre en œuvre. Et tout à l'heure, tu me demandais ce que je gardais. Ce que je garde, c'est cette capacité finalement à utiliser la colère, mais une colère saine, ou en tout cas la colère face à une injustice pour continuer à transformer les choses. Ouais. Et je crois que ça reste encore dans l'ADN de MCO Mutuel, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des choses où collectivement, c'est mais non, mais ça, c'est plus supportable. Qu'est-ce qu'on fait pour le changer et transformer? Ouais. Et j'aime beaucoup ce mot injustice, puisque c'est cet élément qui a déclenché toute cette énergie, cette capacité à se remettre en cause. Et comme quoi, en tant que citoyen, en tant que collaborateur, à un moment ou à un autre, quand il y a une injustice, il y a quelque chose qui se met en route, il y a quelque chose de très fort, et on peut faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Jérôme, avant de se quitter, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble et que tu aimerais partager auprès de nos millions d'auditeurs? J'étais en train de réfléchir à millions d'auditeurs. Je ne sais pas si j'ai un point en particulier. D'abord, te remercier pour cette invitation et ce témoignage. Moi, ça m'a fait me replonger dans cette époque où c'était une prise de risque qu'on a pris collectivement, c'est-à-dire à la fois la gouvernance de MCO Mutuel et puis l'entreprise, où on a bénéficié du soutien de nos clients. Ça a été un élément aussi important. C'est à la fois notre gouvernance et puis nos clients. Ils sont en haut et en bas dans la relation avec l'entreprise, qui sont toujours présents aujourd'hui. Et si je devais garder, ou en tout cas dire un mot, c'est que c'est notre plus grande fierté, parce que c'est ce qui fait ce que nous sommes et qui fait que nous durons. Merci depuis Jérôme. 120 ans. Pardon. Merci Jérôme pour ce témoignage et cette association de comment on peut transformer une entreprise dans la tempête et reprendre la main sur son destin ou son expérience. Merci. Jérôme, merci. À bientôt. Merci.